Je vais d'abord rappeler l'énoncé. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer une application web J2E qui permet de gérer des comptes bancaires. Bon, chaque compte est défini par le code, le solde, la date de création. Il existe deux types de comptes. Il y a les comptes courants ou bien les comptes épargne. Bon, un compte courant, c'est un compte qui possède en plus un découvert. Un compte épargne est un compte qui possède en plus un taux d'intérêt. Et après, chaque compte appartient à un client. Un client est défini par le code et le nom. Et chaque compte peut subir plusieurs opérations. Et après, il existe deux types d'opérations, les versements ou les retraits. Alors en fait, l'application, en fait, les exigences fonctionnelles, c'est que l'application d'abord doit permettre de gérer des clients, gérer des comptes et gérer les opérations. Alors dans la gestion des opérations, on va devoir effectuer des versements, des retraits et des virements. Également consulter la liste des opérations d'un compte. Alors les opérations nécessitent une authentification, donc ça veut dire qu'on aura besoin d'utiliser la partie Spring Sécurité. Alors au niveau des exigences techniques, donc les données sont stockées dans une base de données relationnelle MySQL. L'application se compose donc de trois couches DAO, métier et web. Alors d'habitude, on utilise souvent la couche DAO et la couche web. Donc souvent, on saute en quelque sorte la couche métier. Donc on va essayer donc de montrer ici quel est l'intérêt de la couche métier dans une application. Et après, les vues de l'application vont être soumises à un moteur de template qui est TeamLeaf. Et après, la sécurité donc, est basée sur Spring Sécurité. Alors, l'architecture technique du projet, elle est là. Donc, principalement, on va utiliser donc, le principe de l'inversion de contrôle. C'est Spring qui va démarrer en premier lieu. Et après Spring, c'est lui qui va gérer donc, les différentes couches de l'application. C'est lui qui va faire l'injection des dépendances. Il y a un serveur de base de données qui est MySQL, il y aura une couche DAO. Notre couche DAO, donc dans cette couche, on va créer. Alors dans cette couche, on va créer d'abord les entités, on va créer les interfaces GPA Repository qui sont basées sur Spring Data. Et juste pour rappel, donc Spring Data lui-même s'appuie sur GPA. Quelle implémentation de GPA, c'est Hibernate. Et après, Hibernate lui-même, il accède à la base de données via JDBC. Donc, c'est bien ça l'architecture, les différentes couches techniques sur lesquelles va s'appuyer sur la couche DA. Alors, la couche métier, donc, on va essayer donc, de créer des interfaces dans lesquelles on va déclarer les spécifications fonctionnelles et une implémentation de cette interface. Par la suite, donc, on va créer le contrôleur et les vues, sachant que quand vous démarrez une application Spring Boot, vous démarrez également un conteneur embarqué qui est Tomcat. Donc par défaut le port utilisé c'est 80. Alors bien sûr donc sans oublier que en fait il y a un framework dans la couche web qu'on va utiliser, c'est Spring MVC pour gérer donc tout ce qui est la couche web de l'application. Et la partie sécurité donc on va s'appuyer sur Spring Sécurité. Alors en principe on a déjà donc montré donc la partie les entités. Donc vous avez des clients qui peuvent avoir plusieurs comptes. Un compte peut appartenir à un client. Donc vous avez des associations one-to-many et many-to-one bidirectionnelles. Il y a en fait un compte sera défini par le code de la date de création et le solde. Un compte courant est un compte qui possède en plus un découvert. Pour nous, le découvert, ça représente les facilités de caisse, si vous voulez. Et un compte courant, c'est un compte qui possède en plus un taux d'intérêt. Et après, un compte peut subir plusieurs opérations. Donc, dans notre cas, on va gérer donc, les opérations de versement ou bien les opérations de retrait. Alors, sachant que chaque opération est définie par le numéro d'opération, la date et le montant. Alors, ça, c'est le modèle objet. Alors, les données vont être stockées dans une base de données relationnelle. Donc, le modèle logique de données relationnelles, MLDR. En principe, ici, donc, on va utiliser donc, pour mapper l'héritage. Donc on utilise la stratégie single table, ça veut dire qu'on va créer une seule table pour toute la hiérarchie de classe. Ce qui explique ici, donc nous aurons la table client, la table compte, qui sera définie par le numéro de compte, le type de compte. En fait, ici, donc, il faut spécifier le type parce qu'en fait, il faut spécifier c'est la colonne qui va permettre de discriminer, si vous voulez, de faire la différence entre un compte courant et un compte épargne. Bon, la date de création, le solde, le découvert, le taux, et après, un compte appartient à un client, donc il y aura une clé étrangère. Également, une opération concerne un compte, ça veut dire qu'il y a une clé
étrangères, sachant que on aura également une colonne type qui permet de définir les différents types d'opérations. Alors l'exemple qu'on va créer, donc principalement, ça c'est l'application qu'on va essayer de créer. Alors en principe, je fais une démonstration. L'application en principe devrait passer d'abord par une opération d'authentification avec un utilisateur et un mot de passe. Alors en fait, ici, donc, on va spécifier deux rôles. Il y aura un rôle user, un rôle admin, donc pour faire la distinction entre les rôles dans une application d'une manière générale. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est ce qu'on va faire, bien sûr. C'est que vous pouvez ajouter les rôles que vous voulez, les utilisateurs auxquels on va affecter ces rôles. Alors donc, dans l'application, l'idée c'est quoi? C'est de permettre de consulter un compte. Alors si je saisis un compte qui n'existe pas, en principe, je devrais avoir un message comme quoi bon, il a déjà consulté la base de données, bon, il fait appel à la couche MIDI fait appel à la couche DAO, donc le compte n'existe pas. Il y a une exception qui va être générée, qui est porteuse de ce message, par exemple, compte introuvable. Sinon, si j'ai un compte qui existe, donc je vais devoir le consulter. D'abord, je consulte les informations sur le compte, à savoir d'abord le client propriétaire du compte, le code, le solde, la date de création, et après le type. Alors le type, ça peut être soit un compte courant ou bien un compte épargne. Alors si c'est un compte courant, donc il faut afficher le découvert. Si c'est un compte épargne, par exemple C2 c'est un compte épargne, si c'est un compte épargne, il faut afficher le taux d'intérêt. Alors après, par la suite, on aura la liste des opérations sur ce compte. Alors la liste des opérations, on va essayer donc d'afficher les opérations paginées. Donc, parce qu'en fait, on ne peut pas afficher, voilà, on peut pas afficher donc toutes les opérations, c'est pas si pratique de le faire. Mais par contre, on va les trier, c'est-à-dire quand on va consulter les opérations, on va consulter les dernières opérations, c'est-à-dire on va les trier par date descendant. Et donc les opérations qu'on peut faire, donc on peut effectuer un versement. Alors généralement l'opération s'ajoute, le versement il permet d'ajouter une opération de versement, mais en même temps il va mettre à jour le solde. Un retrait. Alors si on tente bien sûr de retirer un montant qui est très grand généralement, ça c'est également un cas. Alors ici c'est un versement. On va faire un retrait. Bon, c'est déjà très grand. Hein. En principe, vous allez avoir le message solde insuffisant. Bon, ça c'est énorme ça. C'est très grand. Alors le retrait, mais également le virement. Alors le virement, donc c'est une opération pour le virement, donc on devrait faire un virement du compte C2 vers un compte par exemple C1. Et après on va spécifier le montant de l'opération. Alors cette opération va permettre de retirer un montant du compte C2 et il va le verser dans le compte C1. Alors on va le voir ici. Bon, ça c'est l'opération de virement. Alors bien sûr avec la possibilité de se déconnecter. Et en même temps, on affiche le compte du client. Alors bref, donc ça c'est pour créer cette application. Donc je vais démarrer. Je vais créer d'abord. Donc on va commencer dès le début et on essaiera donc de faire un maximum sur ces parties-là. Alors on va commencer par créer un projet. Alors comme on aura toujours besoin d'une connexion Internet. J'espère que c'est connecté. Alors, Starter Project, Spring Starter. C'est un projet Spring Boot qu'on va créer. Donc, je vous ai déjà expliqué que pour créer en fait un projet, de manière, soit qu'on passe par Eclipse, notamment Spring Tools, soit vous passez par l'interface web du site start.spring.io et on le télécharge, on l'importe. Donc, je vous ai déjà montré ça. Alors ici, donc, ici, le projet, on va l'appeler ma banque. C'est votre banque. J'ai déjà créé ma banque. Ça, c'est votre banque. C'est bien d'avoir chacun une banque. Mais après, il faut avoir des clients aussi. Alors, donc, je vais garder les paramètres par défaut. Donc, j'utilise Java 8, le package ici, donc, org.sid. Donc, je peux choisir mes packages comme je veux.
artifact ID. Next. Alors pour les dépendances, alors principalement quand on fait MVC côté serveur, donc d'abord on aura besoin d'une base de données. Côté SQL, on va utiliser GPA MySQL parce qu'une base de données relationnelle MySQL. Côté web, on va utiliser donc la dépendance web. On a besoin d'un moteur de template. Donc c'est Template Engine, c'est TeamLeaf. Et après, dans la catégorie core, donc on pourra ajouter Spring Sécurité, donc on en aura besoin. Mais également, oui. On va les ajouter. Hein? On va les ajouter dans le fichier pom.xml. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Alors généralement, aussi DevTools, on en aura besoin. Il est là, ici. Il devrait être ici. Sécurité. Troisième colonne. Ouais. Alors, voilà quelques dépendances qui vont être utiles pour le projet. On va créer le projet. Et après, on va commencer. Alors, d'abord, au début, on ne va pas utiliser Spring Sécurité, donc on va le désactiver. Donc, si pour ne pas l'utiliser au début, alors le projet s'appelle votre banque. Alors, le fichier pom.xml, principalement, c'est là on va déclarer toutes les dépendances dont on a besoin. Donc à chaque fois qu'il y a une dépendance que vous voulez ajouter, ça se passe à ce niveau-là. Alors donc je vois donc GPA, par exemple Spring Sécurité, je ne veux pas l'utiliser pour le moment. Donc je vais le mettre en commentaire, add block comments, je le mets en commentaire. Je vais garder TeamLeaf, je vais garder Starter Web, je vais garder DevTools, tout ça je le garde. Et je vais commencer à créer d'abord la couche, les entités. Alors donc pour les entités, donc on aura besoin de créer les entités. Il y a d'abord l'entité client. Donc on va utiliser le package entities. On va créer l'entité compte. Oui, on va terminer. Si vous voulez, on peut toujours ajouter voilà. On va créer les opérations. L'entité opération. On va créer, il y a deux types de comptes. Il y a le compte courant. Il y a le compte épargne. Compte épargne. Et après, il y a deux types d'opérations. Versement. Comment? Deux. Parce qu'en fait, un virement c'est un versement et un retrait. On va le définir tout à l'heure. Versement, retrait. Alors, donc, et après, donc, je vais compléter mes entités. Donc, je suis bien en train de définir ce modèle que nous avons ici. C'est celui-là. Alors maintenant, on va compléter les entités d'abord et après on va ajouter les annotations GPA. Alors d'abord, un client. Donc nous avons dit que les entités généralement c'est des classes qui implémentent l'interface serializable. C'est la première des choses. Un client est défini par le code, on va supposer qu'il est de type langue, code client. Le nom du client de type string. La date, et plutôt l'adresse email par exemple, type string. Et après, un client peut avoir plusieurs comptes. Donc ça veut dire qu'on aura besoin de déclarer une collection de comptes. Collection de comptes. Alors, nous avons des associations bidirectionnelles. Un client peut avoir plusieurs comptes. Alors c'est important de respecter la convention. Les variables, généralement, commencent par des minuscules. Donc, évitez d'utiliser des majuscules, par exemple. Par exemple, ici, collection de comptes, c'est plus simple de l'appeler compte comme ça avec S. D'ailleurs, si vous appuyez sur CTRL espace, il vous propose toujours une solution, mais qui respecte les conventions. Ça peut aider par la suite. On va générer donc un constructeur sans paramètres. On génère un constructeur avec paramètres. Alors pour le constructeur avec paramètres, on va garder que le nom et l'adresse email. Et après, on va générer les getters et setters.
Ça c'est fait. Alors, on va compléter la classe compte. Un compte sérialisable. Un compte est défini par le code. Alors, dans notre cas, on suppose que le code il est de type string. Donc, ça c'est code de compte. Par la date création. Alors, on va utiliser java.util.date, c'est la date création, par le montant, plutôt le solde, qui est de type DABL. Et après, un compte appartient à un client. Ça veut dire qu'on a besoin de déclarer un objet de type client. La même chose, donc c'est plus simple d'appeler vos variables comme ça. Ça va vous faciliter le travail par la suite. La même chose, un compte peut subir plusieurs opérations, ça veut dire qu'on aura besoin d'une collection d'opérations. Alors, opération, la même chose, opération. Alors, après, on va générer donc un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres. Dans notre cas, on va garder le code parce qu'il est de type string, mais par contre, on ne va pas mettre la liste des opérations. Donc, j'ai besoin par contre de spécifier le client. Un compte appartient un client au moment de la création. Alors, et après, je vais générer les getters et setters. Alors, bien sûr, pour l'histoire des constructeurs, vous créez les constructeurs que vous voulez. Vous pouvez créer 2, 3, donc en fonction du besoin. Alors, une opération, en fait, un compte d'abord. Un compte courant. Un compte courant, c'est un compte. Donc, on va hériter de la classe compte. Et après, on va ajouter l'attribut découvert. Alors après, on va générer donc les constructeurs. Bon, un constructeur sans paramètres. Bon, un constructeur avec paramètres, il y a une manière un peu plus simple de générer ça. Donc je vais ajouter le découvert, mais également je vais créer un constructeur en faisant appel au constructeur de la classe parente. Donc ça veut dire au total, je vais avoir 5 paramètres. Je vais avoir donc le code, la date de création, le solde, je vais avoir le client et le découvert. Donc ça c'est pour le compte courant. Le compte il parle la même chose, extend compte. Et après, il y a le taux d'intérêt. Et ensuite, on va créer donc le constructeur sans paramètres. Constructeur avec paramètres. Même chose, on appelle le constructeur avec paramètres. Sans oublier les getters et setters, c'est important. Get et set pour l'auto. La même chose pour le compte courant, c'est pareil. Tout à fait. Get et set. Bien, alors on passe aux opérations. Alors, une opération est définie par le numéro de l'opération, toujours sérialisable. Bon, une opération est définie par le numéro de type lang, qui représente l'identifiant. La date d'opération, qui est de type java.util.date. Le montant de l'opération. Et une opération appartient à un compte. Donc on aura besoin de déclarer un objet de type compte. Ça c'est une association. Compte. Après on va générer les constructeurs sans paramètres avec paramètres, oui. Oui, effectivement. Donc opération et compte c'est des classes abstraites. Donc on y reviendra tout à fait. Après les getters et setters. Effectivement, donc ici donc la classe opération, c'est une classe qui est abstraite. Donc on va ajouter le mot abstract. Pourquoi? Parce qu'en principe, on va créer soit des versements, soit des retraits. Alors c'est pareil pour la classe compte. La classe compte, c'est une classe qui est abstraite. Donc je vais créer soit un compte courant, soit un compte épargne. Et du coup, donc un compte courant,
un versement et un retrait. Alors c'est quoi un retrait? C'est une opération. Alors, il n'y a pas d'attribut, mais on va redéfinir les deux constructeurs directement comme ça. Et la même chose pour le versement. Bon, un versement, c'est une opération et on a besoin de définir les constructeurs. Voilà. Alors, en quelque sorte, ça c'est purement de l'orienté objet. Donc, j'ai créé les objets métiers de l'application. Alors, ça c'est de l'orienté objet. Alors maintenant, je sais que les données vont être stockées dans une base de données relationnelle. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de faire le mapping objet relationnel. Alors, c'est très important, toujours de noter ça, c'est que moi, quand je crée mon application, je crée donc une application orientée objet. C'est les entités, tout ce que je fais là, c'est de l'orienté objet. Mais la base de données utilisée, c'est relationnel. Alors, si c'est relationnel, donc on aura besoin d'utiliser donc GPA d'abord, et par la suite, on va utiliser donc Spring Data pour gérer les entités. Alors, donc, on va mapper, on va faire le mapping objet relationnel. On commence par la classe, si vous voulez, client. Alors, nous avons dit qu'une entité, donc GPA, doit avoir la notation entity, la notation ID pour spécifier l'identifiant, et si la valeur est générée automatiquement, on va utiliser la notation generated value. Tout à fait. Mais il y a des associations. Par exemple, ici, c'est une association de type one-to-many. Alors, one-to-many, un client peut avoir plusieurs comptes. Et quand vous avez one-to-many, donc, comme c'est une association bidirectionnelle, on utilise mapped_by. Et après, on va spécifier comme quoi, dans la classe compte, un client il est représenté par l'attribut client. Donc, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Donc, ici, on va mettre tout simplement client. Ça veut dire que cette association one-to-many, il sera également mappé par l'association many-to-one de la classe compte. Il est représenté par l'attribut client. Et après, donc, par défaut, fetch, donc j'ai déjà expliqué, par défaut, c'est lazy qui est utilisé. Donc, le mode lazy qui va être utilisé pour gérer les associations entre les classes. Alors, j'arrive vers le compte. Bon, pour le compte, donc, la même chose, c'est une entité. Alors, comme il y a l'héritage, donc, on aura besoin d'utiliser la notation inheritance. Et spécifier quelle stratégie. Alors, en fait, là, il y a trois stratégies, donc, soit single table, c'est ce qu'on va choisir, mais également, single table, ça veut dire qu'on va avoir une table pour toute la hiérarchie de classe, une seule table de compte dans laquelle on va stocker tous les types de comptes. Ou bien, table per class, c'est que vous avez une table pour chaque classe fille. Et dans ce cas-là, il va créer une table pour les comptes courants et une table pour les comptes épargne. Ou tout simplement, joined, ça veut dire il va créer une table pour représenter la table compte et une table pour chaque classe fille. Après, il va les lier par des jointures. C'est bien ça les trois stratégies utilisées pour mapper l'héritage. Alors, j'ai déjà expliqué, en fait, dans la majorité des cas, on utilise single table. Mais single table, j'avais expliqué qu'en fait, quand est-ce qu'il pose problème quand vous avez, parce que dans single table, on va voir pour chaque enregistrement, il y a des colonnes qui vont rester nuls. Et quand vous avez beaucoup de colonnes qui restent nuls pour chaque enregistrement, on peut utiliser la deuxième ou bien la troisième stratégie. Alors, mais de toute façon, pour Hibernate ou bien pour GPA, vous dites quelle stratégie que vous voulez utiliser et vous continuez à faire l'orienté objet. Parce que après, c'est GPA qui va gérer donc l'accès aux données. Alors, si on utilise single table, ça veut dire qu'il y a une colonne qui va s'ajouter dans la table compte. Alors, cette colonne type de compte. Alors, cette colonne-là, on l'a décrit avec la notation discriminator colonne. On va lui donner un nom. Alors, par défaut, cette colonne, il l'appelle dtype, comme ça. Dtype, ça veut dire discriminator type, si vous voulez. Sinon, vous pouvez l'appeler type de compte, par exemple. Alors, le type par défaut, c'est varchar. L'int par défaut, c'est 255. Sinon, c'est à vous de spécifier avec discriminator type
on va utiliser string. Et length, on va mettre par exemple, length, on va mettre par exemple 2 caractères, c'est-à-dire 2. Pourquoi 2? Parce que moi, un compte courant, je vais le représenter par CC et un compte épargne par CE. Donc j'ai besoin que de 2 caractères. En principe, avec déjà les 2, vous pouvez avoir 4 combinaisons de puissance 2. 4 combinaisons possibles. 2 facteurs. Ouais. De puissance 2. De puissance 2. Alors, ici, après, l'identifiant ID. Alors, surtout, il ne faut pas mettre generated value parce que le ID il est de type string. Sinon, il ne va pas vous générer la base de données. Après, vous allez dire pourquoi il ne génère pas la table compte. Alors, autre chose, donc ici, on aura besoin, donc ici, c'est une association de type minute1. Alors, minute1, il y a une clé étrangère. Alors, si vous mettez rien, par défaut, la clé étrangère, elle va l'appeler client. Sinon, vous utilisez la notation join colonne. Et vous donnez un nom à cette jointure. Name égale code client. Et ici, donc, vous avez encore la notation one to many. Et one to many, la même chose. Mapped by compte. Alors par défaut, donc le mode utilisé, donc c'est le mode lazy, donc on va toujours utiliser le mode par défaut, et on va compléter par la classe quoi? Opération. D'accord? Mais avant la classe opération, il ne faut pas oublier. Bon, déjà la classe opération parce qu'il y a une relation. Alors opération, la même chose. Donc on va utiliser la notation TT. On va utiliser la notation inheritance parce qu'il y a de l'héritage. La même chose, quelle stratégie? C'est single table. Il y a une colonne, discriminator colonne. On va l'appeler type d'opération. Et après, il est de quel type? Il est de type string. Et après, la même chose, length égale 1. Par exemple, on va essayer de soit versement, soit retrait. Bah, à moins si vous prévoyez ajouter d'autres classes dérivées, donc vous mettez 2, 3, etc. Alors, ça c'est le. Alors, il y a également la notation ID pour spécifier l'identifiant. Il est généré automatiquement. Et la même chose, donc une opération concerne un compte, donc vous avez la notation minute1. Et comme il y a une clé étrangère, on va utiliser encore join colon. La jointure, on va l'appeler, la clé étrangère, on va l'appeler le code du compte. Code compte. Voilà. Alors maintenant, il y a les classes dérivées. Donc d'abord, un compte courant, c'est un compte, donc il faut utiliser la notation, la même chose, entity. Et après, discriminator value. Alors ici, donc la valeur, on va l'appeler CC. Ça veut dire que si je crée un compte courant, la colonne type de compte sera égale à CC. Alors c'est pareil pour le compte épargne. Donc c'est entity. Et après la notation discriminator value, on va mettre CE. Et après la même chose pour les opérations, les versements et les retraits. Donc la notation entity. Et après la notation discriminator value. Ici donc c'est R. Et l'autre c'est V. Entity. Discriminator value. C'est V. Alors pratiquement maintenant on a terminé les entités.
Le premier test qu'on fait généralement, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord vérifier ce que la base de données va être générée. Donc ça, c'est le premier test. Alors pour cela, on aura besoin de spécifier le data source. Donc le fichier application.properties, donc on a déjà montré des exemples. On va faire, on va copier un exemple. Gestion du compte. Dans les ressources. Alors quelques propriétés classiques que nous utilisons. Alors d'abord, quelle base de données? Alors je vais l'appeler votre banque. Ce n'est plus ma banque. Alors, l'utilisateur, le mot de passe, le payload GDBC, c'est MySQL. Alors, c'est pratique d'utiliser create dans la phase de test. Ici, on va afficher la requête SQL. Quel dialecte? C'est MySQL 5 dialecte. Alors, on aura juste besoin de démarrer, de créer la base de données votre banque. Et après, on démarre l'application pour voir est-ce que les tables vont être générées. Donc, ça, c'est le premier test à réussir. Alors, base de données, la base de données, votre banque. Voilà, la base de données créée. On va regarder maintenant l'application. Alors, l'application, elle est là. Alors, c'est une application Spring Starter. Donc, quand on démarre cette application, on a déjà expliqué, c'est une application Java, mais elle-même, elle va démarrer Spring. Et Spring Boot, c'est-à-dire, c'est très important de bien comprendre que quand je démarre, il y a cette architecture qui va démarrer. Donc, bien, c'est Spring qui va démarrer. Il va lire le fichier application.properties. Il va lire les dépendances. Il va configurer GPA. Il va configurer Hibernate. Il va scanner les annotations. Et après, si par exemple, dans notre cas, on lui a demandé si les tables ne sont pas créées, il va les générer. Alors, ce qui fait que, si on regarde dans la base de données, dans l'application déjà, bon, a priori, généralement, s'il n'y a pas de message d'erreur, on voit déjà ici, avec create, vous avez déjà drop table if exist. Donc, si les tables existent, il va les supprimer. Et après, il va les créer. Bon, a priori, tout se passe bien. Donc, je regarde ma base de données, votre banque, et je vois la structure des tables. Alors, la table client, d'abord, il y a le code email non. Donc, ça, c'est la clé primaire. La table compte, donc je vois la structure. Donc, il y a le type de compte, le code du compte, la date de création, le solde, l'auto, découvert et la clé étrangère. Un compte appartient à un client. Et également, opération. Alors, c'est très important de valider vous-même, de dire est-ce que la base de données générée, ça représente bien notre modèle logique de données relationnelles que j'avais bien sûr prévu. Type d'opération, le numéro d'opération, la date d'opération, le montant et la clé étrangère. Bon, ça veut dire que on a bien ce modèle logique de données relationnelles. C'est bon? Alors ça, c'est la première étape, donc c'est pratiquement ce qu'on a fait dans plusieurs exemples d'applications. Maintenant, on va gérer les entités. Alors pour gérer les entités, donc, nous avons dit que soit on utilise directement GPA et DICO, on va utiliser Entity Manager pour gérer les entités, ou tout simplement, on va le faire simplement en passant par Spring Data. Alors avec Spring Data, il suffit de créer les interfaces GPA Repository. C'est ce qu'on va faire dans notre cas. Je vais créer une interface que je vais appeler client repository. Alors on va changer le package, on va l'appeler DAO. Bon, avec Spring Data, donc avec Spring Data, il suffit donc de
d'hériter d'une interface générique qui s'appelle GPA Repository. Alors cette interface générique, donc on va lui donner donc deux types génériques, de paramètres. D'abord, quelle est l'entité qu'on va gérer? C'est client. Et l'ID du client, il est de type langue. Alors ça suffit pour dire, voilà, maintenant j'ai tout ce qu'il fait pour gérer les clients. Ben, je fais la même chose pour gérer les comptes. Donc j'ai besoin de créer une interface que je vais appeler compte repository. Extend GPA repository. Alors faites attention parce que parfois vous créez, par exemple par erreur, vous créez une classe au lieu d'une interface et après vous cherchez GPA repository et vous ne trouvez pas. Bon, c'est pas normal. C'est normal parce que en fait Eclipse il sait que vous utilisez une classe. Ben, une classe ne peut pas hériter d'une interface. Donc à la rigueur on implémente une interface. Donc vous allez vous rendre compte tout simplement qu'il fallait créer une interface et non pas une classe. Donc GPA repository. La même chose, qu'est-ce que je vais gérer? Les comptes. Et un compte est identifié par un ID de type string. Okay. Je fais pareil pour les opérations. Opération. Repository. Extend GPA repository. On va gérer l'entité opération. Le ID de type langue. Alors on a donc créé, on va dire que la partie couche DAO c'est terminé. Il faut faire un test. Alors on va tester donc l'application. Alors pour tester l'application, donc bon, je vous ai dit, en fait, ici donc Spring va démarrer. Donc il y a deux manières d'accéder, si vous voulez, d'accéder aux objets fournis par Spring. Soit vous créez un objet application context, Alors il faut toujours faire attention parce que quand vous cherchez application context, parfois vous utilisez un type qui n'est pas le bon. Alors, application context de Spring Boot. Alors parfois ce que vous faites plutôt, c'est vous faites des trucs comme ça et après vous commencez à avoir plein d'erreurs. Par exemple, vous dites application context, au lieu d'utiliser par exemple le package org.spring, vous avez utilisé un autre package. Bon, bien sûr, il ne l'accepte pas. Le compilateur n'a pas compris. Et après, pour corriger le problème, vous cliquez sur l'erreur, il vous dit ce que vous voulez caster, vous dites je casse. Pour vous, vous avez réglé le problème. Mais ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce qu'un objet de type application context de Spring ne peut pas être casté, de Spring ne peut pas être casté un objet application context de Catalina par exemple, comme il est défini ici. Donc le slow-casting, parce que j'ai trouvé dans les TP parfois que vous faites des erreurs comme ça. Donc il faut être sûr que vous avez bien le bon package. Et après donc on pourra donc je veux ajouter des clients. Donc j'ai besoin que de l'interface client repository. Et vous dites c'était x.getBin. Donne-moi un bin. Je demande à Spring de me donner un objet de type client repository. Point classe. Donc avec l'objet client repository, on pourra donc gérer des clients. Oui. Donc après je vais ajouter des clients. Alors ici donc je vais créer quelques clients avec la méthode save. Bon, new client, j'ajoute un client par exemple ici, donc je prends des clients quelconques.
Voilà, par exemple. Donc il y a cette manière de travailler. Il y a une autre manière qui est beaucoup plus élégante si vous voulez travailler, tester dans l'application elle-même. La deuxième technique, c'est tout simplement d'implémenter une interface qui s'appelle Command Line Runner. En fait, Command Line Runner, si vous l'implémentez, il va vous obliger de redéfinir une méthode qui s'appelle Run. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous faites ça, ça veut dire que Spring Boot, quand il va démarrer, quand il termine de démarrer, automatiquement il appelle la méthode Run. Et du coup, donc, le test, ben, je le fais si vous voulez, dans la méthode Run. C'est beaucoup mieux. Autrement dit, donc, je vais prendre tout ça, je le supprime. Je peux même faire ça. Pour le moment, je le garde tel qu'il était, je ne change pas. Et du coup, mais par contre, pour pouvoir utiliser, par exemple, l'objet de type client repository, il suffit de déclarer un objet client repository comme attribut et vous l'injectez avec la notation AutoWired. C'est beaucoup mieux. Au lieu d'utiliser l'objet application context.getBean, on peut faire ça. Et du coup, donc, dans l'application, directement ici, vous utilisez client repository.save de la même manière et vous créez un client, par exemple. Un client ainsi de suite. Alors, on pourra créer d'autres clients. Alors, je crée un client C1, un client C2, par exemple, c'est pour créer deux clients. Alors, quand vous créez un objet client, la méthode save, il retourne le client créé. Par exemple, ici, donc, je l'appelle client C1 égale client repository.save. Client C2 égale client repository.save. Client, oui. Alors, etc. Donc, je mets juste des valeurs quelconques. Alors, j'ai créé les clients. Je vais, si vous voulez, a priori, vous testez. Vous faites un test, vous redémarrez l'application. Et vous regardez si, par exemple, ces clients sont enregistrés dans la base de données. Vous faites la même chose pour ajouter des comptes et ajouter des opérations. Vous dites, a priori, ça marche. Et après, vous passez à l'étape suivante. C'est une question. Oui. Par exemple, si on veut créer une nouvelle commande, on doit dépendre d'un client. Donc, une commande, oui, c'est une commande devant le client. C'est ce que je vais. C'est plutôt, on va créer donc un compte qui appartient à un client, c'est ça? Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je regarde déjà donc ici, client. Oui. Alors, dans client, donc, je vois ici donc les deux clients qui ont été ajoutés dans la base de données, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que je vais faire, donc, je vais ajouter des comptes. Compte C1. Alors, la même chose, donc, j'ai besoin de déclarer un objet de quel type? Compte repository. Et on va l'injecter avec la notation wired. Donc je vais ajouter donc un compte CP1 égale c'est compte repository point save. Alors ici donc je vais créer un compte. Je ne peux pas créer new compte. Je crée soit new compte courant ou bien new compte épargne. Ici donc new compte courant. Bon, un compte courant pour nous, donc on va lui donner un code C1. La date de création, c'est new date, c'est la date système. Le solde, un solde quelconque. Quel client? Je vais utiliser le client C1. C'est-à-dire je suis en train de créer un compte qui appartient à ce client. Le découvert, dans ce cas-là, c'est 6000. Ben, je fais pareil pour créer un compte épargne. Donc ici, CP2, c'est new compte épargne. Le compte C2. Alors pour le compte épargne, donc ça représente le solde. Pour quel client? Pour le client C2 par exemple. Et après ici c'est le taux d'intérêt. Donc je viens de créer donc ici deux comptes et après je vais créer des opérations pour le compte en utilisant encore
l'objet opération, l'interface opération repository basée sur Spring Data. AutoWire, c'est pour injecter. Et après, on va ajouter les opérations. Alors, pour ajouter les opérations, donc on va utiliser opération repository.save. La même chose ici, donc, opération, on va créer soit des versements, soit des retraits. New versement. Alors, créer un versement, donc la date, c'est new date, c'est la date système. Le montant. Et pour quel compte? CP1. Je vais créer également un autre versement toujours dans le même compte. 6000. Un autre versement sur le même compte. Un retrait. Pour le compte CP1. Si vous voulez. Et après, je fais la même chose pour le compte CP2. Ça, c'est juste un test. CP2, CP2, CP2. C'est des opérations sur le compte 2. Après, donc, je peux toujours changer les valeurs. Voilà. Alors, je redémarre l'application et je teste. C'est bon? Alors, ça, c'est pratiquement ce qu'il faut faire généralement pour tester la couche DAO. Alors, maintenant, on va passer à la couche métier. Oui. Voilà, new date. Les? New date. C'est java.util. .date. Alors, je regarde donc ici la base de données pour voir est-ce que les données que j'ai insérées sont bonnes. Alors, j'ai les clients, les deux clients. J'ai les comptes. Ça a l'air de bien aller. Voilà. Ici, donc, j'ai le type CCC. Donc, il a bien compris que c'est un compte courant. C1. Ici, donc, le code, la date de création, le solde. Le taux, il est nul parce que c'est un compte courant. Il y a le découvert et appartient au client 1. Alors, l'autre compte C2, il est de type CE. Le solde. Le taux, 5,5. Ici, le découvert, il est nul. Et après, le client 2. Alors, pour les opérations, donc j'ai les opérations. Ici, donc j'ai soit des versements, V, ou bien des retraits. Alors, ici, il y a des opérations sur le compte 1 et d'autres opérations sur le compte 2. Donc, a priori, ça marche. Alors, maintenant, ce que je veux faire plutôt, je veux créer une application, il y a un besoin précis. Ici. Donc, je veux créer une application qui permet... Alors, on va dégager les spécifications fonctionnelles à ce niveau-là. Donc, j'ai besoin donc de consulter un compte. Ça va? Il faut résister. Vous suivez? Oui. Presque. Alors, donc, j'ai besoin de consulter. Regardez les besoins. J'ai besoin d'une opération qui permet de consulter un compte. J'ai besoin... de consulter les opérations d'un compte. Parce que je vais consulter les opérations page par paginées. Si vous voulez, page par page. J'ai besoin d'effectuer un versement, j'ai besoin d'effectuer un retrait, j'ai besoin d'effectuer un virement. Alors maintenant, toutes ces opérations-là, je vais les définir dans la couche métier. Donc je vais définir mes spécifications fonctionnelles dans la couche métier. Ben, ça veut dire que dans la couche métier, si vous voulez, maintenant ce que je vais faire, c'est plutôt donc je vais dans la couche métier ou bien la couche service. Dans la majorité des cas, on l'appelle la couche service. Donc on va créer l'interface métier et une implémentation de cette interface. Alors bien sûr, dans cette implémentation, on va faire appel à la couche DAO pour gérer donc les entités. Alors je peux bien ignorer la couche métier, je passe directement à la couche web. C'est quoi le problème qu'on va avoir? Le problème qu'on va avoir, c'est qu'à un moment donné, au niveau du contrôleur, on va effectuer beaucoup de traitements. C'est des traitements qu'il faut effectuer. Mais ces traitements-là, au lieu de les faire dans la couche présentation, on va tout simplement les programmer dans la couche métier. Parce que l'une des règles
que doit respecter une application, c'est séparer la logique métier de la logique présentation. Donc, ce qui fait que tout ce qui concerne les traitements, il vaudrait mieux donc les structurer dans la couche métier. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, pour la couche métier, donc, on va créer l'interface. Une interface qu'on va appeler e-bank, par exemple, métier. Ou bien e-bank service, si vous voulez. Ça, c'est le métier. On va la mettre dans le package métier ou bien le package service. C'est pratiquement dans la majorité des cas, on utilise plutôt la couche service. Alors ici, donc, quels sont les besoins? Donc j'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner un compte, consulter un compte. Compte. Consulter compte. Ça, j'en ai besoin. Pour consulter un compte, je dois donner comme paramètre le code du compte. J'ai besoin d'une méthode qui permet d'effectuer un versement. Verser. Alors pour verser, on a besoin de quoi? On a besoin de connaître le code du compte. Compte. Et le montant de l'opération. Alors qu'est-ce qui manque là-dessus? C'est la fonction run automatiquement. Oui. Tout à fait. Alors, juste, si vous voulez, parce qu'il y a plein d'apprentissages que vous allez faire à ce niveau-là, essayez de suivre, qu'on suive ensemble et après, vous pouvez voir dans votre machine, vous avez des problèmes? Parce qu'on ne va pas s'arrêter, sinon on ne terminera jamais la correction. N'est-ce pas? Ce que je vous demande plus, c'est de participer à la correction, discuter. Il y a plein de choses dont on va parler. Et après, vous aurez l'occasion de travailler. Donc, j'ai besoin de quoi? De verser. J'ai besoin d'une méthode qui permet d'effectuer, de retirer un montant. La même chose, donc j'ai le code du compte et un montant. Un montant. Montant. J'ai besoin d'effectuer un virement. Alors pour le virement, donc j'ai besoin de code 1, code du compte et le code du compte 2 et le montant de l'opération. On est bien d'accord? Ça c'est le besoin. Effectuer un virement d'un montant d'un compte vers un autre. Ça c'est compte 2. Et après j'ai besoin de consulter les opérations d'un compte. Alors pour consulter les opérations d'un compte, je vais consulter page par page. Alors en principe, je ne vais pas utiliser une liste. Si vous voulez, je peux utiliser le page qui est fourni par Spring Data, mais on peut bien créer notre propre classe page de la couche métier. Ici donc j'utilise donc l'interface page de quoi? De opération, liste, opération. Je veux la liste des opérations d'un compte. Qu'est-ce que je donne comme paramètre? Code du compte. Mais comme c'est une pagination, il faut donner le numéro de la page. Et après, il faut donner également la taille de la page. Bon, ça c'est le. Alors ça c'est le besoin fonctionnel. Alors si vous regardez le diagramme cas d'utilisation que vous créez, si vous avez ça, si vous regardez bien cette application comme ça. Si vous créez un diagramme cas d'utilisation, vous allez dire l'application doit permettre de consulter, d'effectuer un versement, un retrait. Alors votre cas d'utilisation, il va être traduit par une interface qui représente la logique métier. Alors maintenant, on va créer une implémentation de l'interface, de cette interface. Alors on va l'appeler banque métier implémentation. Banque métier implémentation. Alors cette classe-là devrait implémenter tout à fait l'interface e-bank métier. Et après, on va redéfinir les méthodes. Alors bien sûr, nous, pour pouvoir consulter un compte, alors déjà, on a déjà expliqué que en fait, pour que Spring puisse instancier cette classe au démarrage, on utilise quelle annotation? Service. Donc, en fait, la notation service, elle est utilisée pour les objets de la couche métier.
Et si vous voulez par exemple demander à Spring de gérer les transactions au niveau de la couche métier, si c'est le cas, vous utilisez la notation transactional. Ah, mais il faut faire attention, transactional, il y a plein de transactions, on va utiliser de Spring. Transactional de Spring. Alors ça veut dire que toutes les méthodes sont transactionnelles. Donc je viens de déléguer donc la gestion des transactions à Spring. Alors maintenant, pour consulter un compte ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai besoin de la couche DAO. Donc j'ai besoin de l'interface compte repository. Compte repository. Mais pour faire l'injection des dépendances, on va demander à Spring d'injecter une implémentation de cette interface. Alors maintenant, on va consulter un compte de cette manière-là, compte cp égale compte repository point find one. Et je donne le code. A priori, donc j'ai le compte. Mais il faut faire un test quand même. Parce que nous avons dit que normalement, au niveau de l'application, si le compte n'existe pas, il faut afficher un message. Alors ici, if cp égale à nul, bah, il faut générer une exception. True, new, true, new. Alors pour ne pas utiliser une exception surveillée, je vais utiliser runtime exception, qui est une exception qui n'est pas surveillée. Alors on va utiliser donc ici le message salt compte introuvable. Compte introuvable. Réveillez-vous. Si on peut. Ok? Compte introuvable. Oui? On peut faire aussi un drop-down list, ce serait mieux. Sans recherche. Non, mais vous avez des milliers de comptes, vous n'allez pas faire une liste. N'est-ce pas? Alors, la liste, quand vous avez une liste qui est limitée, généralement, c'est pratique. Mais ici, donc, je cherche un compte. Alors, ici, donc, j'utilise runtime exception, mais si vous voulez faire un travail plus professionnel, il faut créer les exceptions métiers. Vous allez créer une exception qui s'appelle, par exemple, compte introuvable exception, qui hérite de la classe exception, et vous l'utilisez. Et du coup, ça devient une exception métier. Vous voyez, donc quand vous créez une couche métier, vous personnalisez tout. Ici, sinon, donc on va le retourner. Alors, verser. Alors, le versement, ça veut dire quoi le versement? Versement, il faut d'abord consulter. Ça veut dire que j'ai besoin de faire compte cp égale, j'appelle directement la méthode consulter. Consulter que j'ai créée. Ensuite, il faut créer un versement. Donc, je dois créer un objet versement. V égale new versement. De quelle date? New date. Pour moi, je sais que le versement, c'est toujours la date système. Le montant du versement, c'est le montant. Pour quel compte? CP. C'est CP. Pour ce compte. Alors, je dois enregistrer ce versement. Pour enregistrer ce versement, je dois appeler la méthode, je dois appeler l'interface opération repository. Bon, à nouveau, donc j'ai besoin de déclarer un objet opération repository. Opération repository. Alors, je respecte les conventions. Alors, AutoWire, c'est toujours pour l'injecter, pas oublier, sinon vous aurez des nuls. Les pointeurs exception. Alors, opération. Donc, j'ai créé un versement, j'enregistre le versement, c'est avec la méthode save versement. Donc, je viens d'enregistrer l'opération de versement. Mais en plus, il faut mettre à jour le solde. Alors, pour mettre à jour le solde, qu'est-ce qu'on va faire? C'est cp.setSolde, à quoi est égal? cp.getSolde. Ok, je vais ajouter le montant. Et après, je mets à jour le solde avec compte repository.save cp. Vous voyez, donc, c'est bien ça le code métier. Donc, un compte, un versement, c'est bien ça. Pour le retrait, c'est pareil. Je fais un copier-coller. Sauf que pour le retrait, il y a une petite différence. C'est que ici, donc, je consulte le compte. Là, d'abord, on va mettre un retrait. D'abord, R. Un retrait R.
Mais en réalité, au lieu de plus, vous mettez moins. A priori, bon. Mais effectivement, mais ici, donc, on aura besoin de savoir est-ce que j'ai le droit de retirer ou pas. Alors, logiquement, il faut tester si le montant et le solde est suffisant. N'est-ce pas? Mais tout dépend. Est-ce que c'est un compte courant ou bien c'est un compte épargne? Si c'est un compte courant, il faut prendre en considération le découvert. Si c'est un compte épargne, le découvert, on suppose qu'il est égal à 0. Alors, il dit que donc vous aurez besoin de savoir quel type de compte. Ici, donc, je sais que c'est un compte. Vous faites un test if CP. Alors, vous utilisez l'opérateur instance of si vous voulez. Compte courant, c'est-à-dire si c'est une instance de compte courant. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ce que je propose, c'est de déclarer une variable que je vais appeler facilité, les facilités de caisse. Je suppose que par défaut, il est égal à 0. Si c'est ce cas-là, donc en fait égale facilité de caisse, c'est le découvert du compte. À savoir, donc c'est cp.get découvert. Vous savez que pour cp.get découvert, il faut faire un sous casting, c'est normal, parce qu'en fait, il s'agit d'un compte courant. Sinon, la facilité de caisse égale à 0. Alors, dans ce cas-là, je teste si le solde, cp.getSold, plus les facilités de caisse, s'il est inférieur au montant, dans ce cas-là, je vais générer une exception. Alors, c'est quoi l'exception? Throw new runtime exception. Donc, runtime exception. Runtime exception. Le message solde insuffisant. Hop, c'est fait. Alors, j'ai réglé le problème de retrait. Le virement, c'est très simple. Pourquoi c'est simple? Parce que tout simplement, c'est virement, ça veut dire quoi? Retirer et verser. J'appelle la méthode retirer d'abord du compte 1 le montant. Et j'appelle la méthode verser dans le compte 2. Je verse le montant. Il ne faut pas oublier que toutes les opérations sont transactionnelles. Donc j'ai la garantie que tout ce qui se trouve dans une méthode, donc soit que toutes les opérations s'exécutent correctement, soit j'annule tout. Donc c'est bien ça les méthodes transactionnelles, c'est important. Alors maintenant pour la liste des opérations, par contre, on aura besoin d'une méthode. Est-ce que dans la couche DAO, est-ce que j'ai une méthode qui permet de retourner les opérations d'un compte, les opérations d'un compte? Non. En fait, pourquoi? Parce que dans la couche DAO, j'ai opération repository. J'ai que les méthodes que j'ai héritées de la classe GPA repository d'une manière classique. Donc j'ai déjà montré que si vous aurez besoin de d'autres méthodes, vous pouvez les déclarer. Alors c'est le cas ici. Donc je veux les opérations d'un compte. Et je voudrais les consulter page par page. Donc je vais déclarer une page d'opération. Page opération. Donc je vais déclarer une page d'opération. Donc je vais l'appeler liste opération. Donc qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? Il y aura le paramètre code du compte. Et on a dit donc dans Spring Data, si vous retournez une page, il faut déclarer un objet de type pageable de Spring Data. Alors on vient d'ajouter une méthode à l'interface, mais il faut avec Spring Data, oui, il faut spécifier la notation avec la notation query. Quelle est la requête qu'on va exécuter? Alors ici donc c'est quoi la requête? C'est la requête HQL. C'est select O from opération O where O. Donc O c'est l'objet opération. Je sais que dans l'objet opération il y a l'attribut compte. Compte. Et qu'est-ce qui m'intéresse dans le compte? C'est le code du compte. À quoi est égal? Égal 2.x tout simplement.
Alors, dans ce cas-là, il faut spécifier comme quoi code compte, ça représente le paramètre x en utilisant quelle annotation? Param. Ici, on va mettre x. Mais si vous vous rappelez, on a dit qu'il faut, dans l'application, il faut contrer les opérations par la date, n'est-ce pas? Parce que moi, ce que je veux avoir la liste des opérations, mais qui sont triées par date. Donc, alors, je peux le faire. On va utiliser order by. Donc, vous voyez, donc même dans le HQL, vous ajoutez order by. C'est O.date opération descendant. Alors ça, au niveau de la couche DAO, donc cette méthode-là n'existait pas. Donc je ne peux pas l'hériter de Spring Data, mais c'est une méthode que je peux ajouter. Ben, je l'ai ajoutée, mais maintenant je vais l'utiliser ici dans la couche métier. Autrement dit, donc qu'est-ce que je fais ici? Donc je vais juste retourner opération repository, point list opération. Je donne le code, un objet pageable. Pour nous, c'est new page request. Alors, page request, il reçoit deux paramètres, la page et size. Donc, je donne le numéro de la page et la taille de la page. Voilà. Alors, ça, c'est en quelque sorte les opérations de la couche métier. Alors, si vous voulez faire tester également, avant de passer à la couche web, si vous voulez tester la couche métier, vous pouvez toujours revenir à l'application. La même chose, vous déclarez ici un objet de type e-bank métier. Ça, c'est notre objet banque. Tout ce que je connais, c'est l'interface. Et je lui demande de faire un auto-wired. Et je peux encore tester la couche métier. Alors, qu'est-ce que je peux tester? Par exemple, je peux effectuer un versement. Par exemple, vous dites banque métier.verser. Je veux verser un montant sur le compte, par exemple C1. Je veux verser un montant. Bon, je mets un chiffre un peu particulier, comme ça on peut le voir dans la base de données. Je redémarre et je vais regarder est-ce que, par exemple, cette opération s'exécute correctement. Alors, de la même manière, je peux tester en fait l'ensemble des opérations que j'ai dans la couche métier. Alors, c'est presque terminé, donc cette partie métier. Donc, on va passer à la couche web. Alors, dans l'opération, on devrait déjà avoir en fait un versement qui est créé. Vous voyez, donc le montant de l'opération, il est là. Et je peux, si je consulte d'ailleurs le compte, ben, je vais voir que le solde a été mis à jour. Donc le solde, bon, vous voyez, donc le solde il a été mis à jour. Donc ça signifie que l'opération versement s'exécute sans aucun problème. Alors,